Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Il va peser véritablement le pour et le contre. Alors cela dit, il reprend la politique d'Henri IV, donc d'opposition aux Habsbourg, et donc il faut affaiblir les Habsbourg et donc entrer dans la guerre. Alors le prétexte, il est habile, Richelieu, le prétexte de l'entrée officielle en guerre, qui est l'unique entrée officielle en guerre de toute la guerre de 30 ans, sinon on ne se déclare pas la guerre, mais c'est l'unique déclaration de guerre de toute l'époque de la guerre de 30 ans, ça va être de porter secours à un prince électeur, un grand prince allemand catholique. Donc on prend soin de porter secours à un catholique parce que ses possessions sont menacées par les Espagnols. Donc vous voyez ici l'habileté de Richelieu. Et il va donc à la fois essayer d'argumenter sur le domaine juridique et puis donc sur le domaine des armées. Alors cela dit, la France subit des défaites et par exemple à Corbie, où va subir par la suite une victoire, Rocroi, qui va évidemment magnifier très très fortement. Oui, celle-là, on la connaît bien. Plus que l'autre, effectivement, c'est logique. Est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd des territoires, justement, dans cette guerre ? Qu'est-ce qu'on y gagne, finalement ? La France, vous voulez dire ? La France, oui. Alors, la France, alors ça, c'est très intéressant. Bon, les frontières ne sont pas encore des frontières très précises, délimitées sur le terrain. On n'est pas encore à cet âge-là, ça, c'est plutôt au XVIIIe siècle. Peut-être même Louis XIV, Vauban, etc. Louis XIV commence, parce que dans les guerres de Louis XIV, notamment dans le Palatinat, il y a l'idée de créer une sorte de tampon, de zone tampon, oui, le précaré de Vauban, si vous voulez. Donc, effectivement, il y a une conception déjà beaucoup plus forte. Là, on est encore un petit peu dans un état d'esprit féodal. Alors, la France gagne, disons, une influence forte en Lorraine. La Lorraine continue à être un duché, mais il y a une influence forte de la France qui se développe beaucoup. Et les possessions habsbourgeoises qui étaient en Alsace vont revenir à la France. Alors le traité de Westphalie lui-même dit qu'il s'agit de possessions féodales. Et là, le coup de main ou le coup de force français va constituer à traduire ce traité de Westphalie en français. Et dans la traduction française, vous n'avez plus de termes féodaux, mais ces possessions en Alsace deviennent de la souveraineté française. On introduit un terme qui était complètement absent de tous les traités de Westphalie, qui ne parlent absolument pas de souveraineté. Incroyable. Et donc, la France va s'approprier, pour ainsi dire, des possessions en Alsace. Alors, ça n'est pas toute l'Alsace, ce sont des possessions diverses en Alsace. Donc, la France s'agrandit un petit peu. Est-ce qu'il y a des technologies qui sont utilisées, entre guillemets, nouvelles dans cette guerre ? Est-ce qu'on a apporté, je ne sais pas, des armes spécifiques ou des tactiques spécifiques ? Il y a eu des changements tactiques, effectivement, mais qui sont moins forts qu'on ne le pensait. Les grandes formations tactiques, c'était des formations de fantassins, donc d'hommes à pied, réunis en très gros carrés de lignes d'hommes, armés d'une ce qu'on appelle une pique, un énorme bâton avec une pique au bout, et puis avec donc des mousquetaires, des gens avec des mousquets au coin. Alors évidemment, on comptait sur l'effet de masse, sur des mouvements plutôt lent. Le canon était utilisé en cas de siège et non pas pour des armées mobiles. Et puis donc déjà un petit peu avant la guerre de 30 ans, mais encore plus, on va essayer d'introduire plus de mobilité avec des formations en quinconce, une importance beaucoup plus grande accordée à la cavalerie, et puis donc l'importance du mouvement des troupes. Alors cela dit, les piquiers ne disparaissent pas. D'accord. Voilà. Alors bien sûr, il faut aussi beaucoup d'armement, et il y a des profiteurs de guerre, comme toujours. Et voilà, les industries de l'armement, notamment la ville de Hambourg, qui s'en tire très bien, et puis Amsterdam, qui est un des grands centres financiers et aussi de munitionnaires de la guerre. D'accord, on utilise toujours des mercenaires, je suppose. Oui. Aussi. C'est pas que les armées, j'allais dire professionnelles, mais c'est un peu ça, quelque part. Je voudrais revenir sur le traité de Westphalie, qui est quand même le point culminant, le point presque le plus important de cette guerre de 30 ans. C'est quoi ? C'est une rupture dans l'histoire de l'Europe ? Il y a un avant et un après ce traité ? C'est pas la même Europe ? Alors, si vous regardez des historiens ou si vous lisiez des gens qui ont écrit dans les années 1750, on vous dira oui, à tel point que les relations internationales commencent
en 1648. Alors, par exemple, il y a un historien, ou pas forcément un historien, un penseur français, un homme des Lumières qui s'appelait Mably, et il écrit une histoire du droit public de l'Europe qui paraît en 1746, et vraiment il dit, traité de Westphalie, c'est le commencement des relations internationales ordonnées sur le principe d'États égaux en droit, qui ont des relations de souveraineté et dont on va veiller à faire respecter l'intégrité territoriale. Et ça, c'est le point de vue de Mably. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été repris par des spécialistes de sciences politiques au XXe siècle. Léo Gross, c'est un Américain dans les années déjà 1940, et surtout Bertrand Badi, professeur à Sciences Po pendant très très longtemps, dans les années 1980-1990. Alors, évidemment, quand on regarde plus précisément les traités de Westphalie, c'est plus compliqué. Ce sont des traités très très intéressants. Il a fallu négocier d'abord très longtemps sur le principe même de ces négociations. Qui va être admis aux négociations? L'empereur voulait représenter à lui-même le Saint-Empire, c'est-à-dire l'Allemagne, et tous les princes qui sont dans le Saint-Empire, c'est-à-dire à peu près 350 personnes, disaient non, nous voulons aussi être présents. Et puis à la même période, il y a aussi des rébellions. Par exemple, la Catalogne se rebelle contre l'Espagne, le Portugal aussi. Et ils vont dire, on veut être présents aussi à Münster et Osnabrück. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.